Cela pourrait en fait ne pas s'appliquer dans le cas de Gaza parce que palestinien n'est pas une ethnie. L'ethnicité de tous les Palestiniens est arabe. Ils viennent soit de Jordanie, soit d'Égypte. Donc, on ne peut pas vraiment parler de nettoyage ethnique. Je ne pense pas que Trump menace jamais quelque chose qu'il n'est pas prêt à réaliser quand il faut agir. Laissez-moi le formuler ainsi. Voulez-vous un nettoyage ethnique sans effusion de sang ou pas de nettoyage ethnique avec des centaines de milliers de morts et une guerre sans fin? Très bien, mes amis, c'est Harris Sultan. Et je ne sais pas comment dire cela, mais Trump a très probablement juste marqué l'un des événements les plus significatifs, sinon l'événement le plus significatif depuis la création de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Trump vient d'annoncer que les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous y travaillerons également. Nous en serons propriétaires et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses non explosées et autres armes sur le site. Nous nivellerons le site, nous débarrasserons des bâtiments détruits, le nivellerons, créerons un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les habitants de la région. C'est tellement grand et radicalement différent de la position originale du monde libre qu'il a fallu un certain temps à beaucoup de gens pour le traiter, y compris moi-même. Comment cela affecterait les relations des États-Unis avec le Moyen-Orient? Comment cela façonnerait-il la géographie de la région? Tout est remis en question car personne n'a jamais pensé que les États-Unis iraient de l'avant et prendraient une décision aussi radicale de manière unilatérale. Ce mouvement est si soigneusement élaboré et compte tenu des déclarations précédentes de Trump concernant l'accueil des Palestiniens par l'Égypte et la Jordanie, cela suggère qu'il s'agit d'une stratégie beaucoup plus profondément planifiée qui pourrait même avoir été initiée en Israël comme plan B, qui n'aurait jamais vu le jour si Kamala Harris avait gagné. Cela explique également comment Netanyahou a réussi à convaincre les éléments d'extrême droite de son cabinet d'accepter un cessez-le-feu malgré le mécontentement de la plupart des Israéliens. Avec le recul maintenant, je peux supposer que Netanyahou devait savoir que cela se passait en arrière-plan. Et c'est ainsi qu'il a réussi à convaincre les détracteurs de son cabinet d'accorder à Trump cette petite victoire de cessez-le-feu. Et ensuite, en retour, il obtiendrait une énorme victoire pour Israël. Des personnalités comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gavir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich étaient parmi les opposants les plus vocaux au cessez-le-feu. Mais maintenant, ils sont les personnes les plus heureuses en Israël, et qui peut les blâmer? Tout cela a du sens? Les musulmans en Amérique qui ont voté pour Trump se qualifient maintenant d'Arabes américains pour la paix plutôt que d'Arabes américains pour Trump. C'est un autre coup de génie d'Israël. On ne peut qu'admirer. Maintenant, avant de vous dire pourquoi même je suis prêt à aller de l'avant avec la proposition de Trump, il est important de regarder le conflit israélo-palestinien sous tous les trois angles, les musulmans, les Israéliens et l'Occident. Maintenant, sans vous ennuyer avec les détails passés, en l'état actuel des choses, il n'y a eu que trois options vers lesquelles tous les principaux acteurs ont travaillé. Commençons par la première option, mettre fin à toute violence et créer deux États séparés. Un État israélien tel qu'il existe aujourd'hui, plus le plateau du Golan. Un État musulman de Palestine, comprenant la bande de Gaza et la Cisjordanie, avec tous les colons juifs expulsés de la Cisjordanie. Cela est conforme au droit international et soutenu par l'Occident jusqu'à l'arrivée de Trump. À mon avis, c'était la solution la plus équitable à ce problème complexe. Mais pour cela, il faut que les deux parties soient d'accord. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné. Donc cette option n'a mené nulle part. Alors, quelle est la deuxième option? Les musulmans veulent la destruction totale de l'État d'Israël. Ils veulent que 8 millions de juifs soient soit dispersés à travers le monde, soit vivent sous la règle musulmane. Oui, certains musulmans modérés prétendent qu'ils créeraient un État laïque, où les juifs et les musulmans auraient des droits égaux et vivraient en harmonie. Seul un idiot croirait cela, car combien d'États laïques les musulmans ont-ils créés? La Turquie, le garçon d'affiche de l'illumination musulmane, un prétendant qu'il peut créer un État moderne, complexe, humain, démocratique, laïque, de style 21e siècle, vacille également sous l'influence islamiste croissante. Erdogan est un islamiste fier et son règne de plus de 20 ans a diminué tout espoir d'un État démocratique laïque moderne.
Laissez-moi vous en dire un peu plus. En 1914, les chrétiens constituaient environ 19% de la population turque. Cependant, en raison d'événements tels que les génocides arméniens, grecs et assyriens, ainsi que l'échange de population de 1923 entre la Grèce et la Turquie, ce pourcentage a considérablement diminué. Aujourd'hui, les chrétiens représentent environ 0,2% de la population de la Turquie. Désolé, ai-je mentionné que la Turquie et la Grèce ont également eu un échange de population, le genre d'échange de population qui est proposé en ce moment par Trump? Je parlerai de cela plus tard. Donc, en effet, si un État du Moyen-Orient unifié et unique est créé, alors ce sera le plus grand génocide du peuple juif de l'histoire, plus grand que l'Holocauste. Il est donc compréhensible qu'Israël ne soit jamais d'accord avec cela. Personne de sensé n'approuverait cela. Ce serait un suicide collectif. Quelle est la troisième option? Laisser Israël faire ce qu'il veut. Annexer la Cisjordanie et Gaza à un grand Israël. Israël peut le vouloir, mais Israël a montré beaucoup plus de flexibilité dans ses exigences que les musulmans. Ils ont été contraints de proposer plusieurs solutions à deux États, y compris la principale en 1997 que Yasser Arafat a rejetée. Et la seule fois où Yasser Arafat ne m'a pas dit la vérité, c'est quand il m'a promis qu'il allait accepter l'accord de paix que nous avions élaboré, qui aurait donné aux Palestiniens un État sur 96% de la Cisjordanie et 4% d'Israël, et ils ont pu choisir où se trouvaient les 4% d'Israël. Ils auraient donc l'effet de la même terre de toute la Cisjordanie. Ils auraient une capitale à Jérusalem-Est. Ils auraient... J'ai du mal à en parler. Et ils auraient un accès égal toute la journée, tous les jours, aux tours de sécurité qu'Israël maintenait partout en Cisjordanie jusqu'à la Maison d'Or. Tout cela a été proposé, y compris, je le répète, une capitale à Jérusalem-Est et 2 des 4 quartiers de la vieille ville de Jérusalem, confirmés par le premier ministre israélien Ehud Barak et son cabinet. Et ils ont dit non. Et je pense qu'une partie de cela est que le Hamas ne se souciait pas d'une patrie pour les Palestiniens. Il voulait tuer les Israéliens et rendre Israël inhabitable. Eh bien, j'ai des nouvelles pour eux. Ils étaient là en premier avant qu'il y ait... Leur foi existait. Ils étaient là. Au temps du roi David, dans le plus au sud, les tribus avaient la Judée et la Samarie. S'ils l'avaient accepté à l'époque, nous aurions eu la Cisjordanie, nous aurions eu Gaza existant indépendamment en tant que Palestine. Mais heureusement pour Israël, leurs yeux étaient plus gros que leur ventre. Plusieurs analystes occidentaux et présidents comme Bill Clinton ont dit que c'était toujours les Palestiniens qui rejetaient la solution à 2 États. Bien qu'Israël ait toujours montré une réticence à la solution à 2 États, l'Occident a été beaucoup plus efficace pour persuader Israël que pour persuader les musulmans, ce qui fait d'Israël le bon gars aux yeux de l'Occident. Cette image de bon gars n'a été remise en question qu'après la réponse d'Israël à l'attaque terroriste du 7 octobre, ce qui à mon avis est injuste car Israël ne fait que se défendre. Et maintenant, je pense qu'il est temps de récompenser Israël. Selon le nouveau shérif en ville, quelque chose de plus radical et sans précédent était nécessaire. Déplacer de force tous les résidents de Gaza vers les pays voisins, selon son interprétation la plus acceptée, est considéré comme un nettoyage ethnique. Cependant, la définition n'est pas unanimement acceptée, et ce n'est en réalité pas ce que Trump a dit. Il n'a pas dit que nous allions déplacer de force tous les Gazaouis de Gaza. Il est possible que ce soit un jeu de mots ou une stratégie pour mesurer les réactions, mais nous ne pouvons que nous fier aux propos réels de Trump. On ne peut tout simplement pas revenir en arrière. Si vous revenez en arrière, cela finira de la même manière que cela a été pendant 100 ans. Cependant, cela ne nous empêche pas d'introduire le terme nettoyage ethnique dans le débat. Le terme nettoyage ethnique est en fait assez vague. Quand nous l'entendons, nous pensons à des crimes horribles, comme des fosses communes et des massacres commis par un adversaire plus fort, semblables à ce que nous avons vu dans l'ex-Yougoslavie ou par les nazis. Donc, nos esprits disent immédiatement un grand « non ».
Mais je pense que nous ne rendons pas justice à ce terme « nettoyage ethnique », car le nettoyage ethnique est un terme large utilisé pour décrire quelque chose comme la délocalisation forcée jusqu'au meurtre de centaines de milliers de personnes. Comment est-ce juste? Parlons de la réinstallation. L'histoire a montré que les relocalisations, même forcées, bien que controversées, ont dans certains cas conduit à une stabilité à long terme. La partition de l'Inde en 1947 et l'échange de population gréco-turque en 1923, que j'ai mentionné plus tôt, sont des exemples où, malgré les bouleversements initiaux, la paix et la stabilité ont suivi. Si cela s'est fait avec la coopération internationale, l'aide financière et des politiques de réinstallation solides, cela peut ouvrir la voie à un avenir meilleur pour les Gazaouis, comme cela a été le cas pour les Pakistanais et les Indiens et les Bangladais et les chrétiens de Turquie. Le nettoyage ethnique est un terme comme les sports. Les arts martiaux mixtes, ou la boxe, où vous pouvez réellement mourir, sont appelés un sport, alors qu'une partie d'échecs est également appelée un sport, même si, à part l'ennui, il n'y a aucune chance de mourir. Prenons l'exemple de la religion, mon sujet favori. L'islam est une religion qui contient des idées génocidaires assez terribles, mais le jaïnisme est aussi une religion complètement opposée à l'islam. En fait, plus vous devenez extrême dans le jaïnisme, plus vous devenez pacifique. Stupidement pacifique, dirais-je. Contrairement à l'islam, qui prétend être une religion de paix, plus vous devenez extrême dans l'islam, plus vous devenez violent. Il suffit de regarder le top 10 des organisations terroristes. Ils tirent tous leur inspiration de l'islam. Ce n'est pas une coïncidence. Revenons donc au terme nettoyage ethnique. Examinons son interprétation la plus acceptée, même si ce n'est pas une définition convenue. En 1994, la Commission des experts de l'Organisation des Nations Unies a donné la définition de travail suivante dans son rapport. Une politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux pour éliminer par des moyens violents et inspirant la terreur la population civile d'un autre groupe ethnique ou religieux de certaines zones géographiques. Cela pourrait en fait ne pas s'appliquer dans le cas de Gaza, car palestinien n'est pas une ethnie. L'ethnie de tous les Palestiniens est arabe. Ils sont soit de Jordanie, soit d'Égypte. Donc on ne peut pas vraiment parler de nettoyage ethnique. Oui, il y a un élément d'un groupe religieux, donc on pourrait peut-être parler de nettoyage religieux, et en tant qu'athée, je ne vois pas cela comme une mauvaise chose. De toute façon, cette définition a émergé dans le contexte des conflits dans l'ex-Yougoslavie. Pouvons-nous appliquer la même définition ici? Eh bien, cela dépendrait de la manière dont Trump prévoit de relocaliser 2 millions de Gazaouis. Trump a soutenu que Gaza n'a été qu'une source de misère, de mort et de destruction pour ses habitants. Qui peut être en désaccord avec cela? Les Gazaouis sont piégés dans un état perpétuel de guerre sans fin pour un bout de terre si minuscule et insignifiant qu'il n'a aucun sens que des milliers de personnes continuent à mourir pour cela. Le monde arabe s'étend sur une superficie d'environ 40 miles sur 22 miles. C'est un vaste territoire. Son argument, et je suis d'accord avec cela, est que ces personnes peuvent briser le cycle de la violence, déménager dans les pays voisins et vivre une vie meilleure. C'est notre travail de les convaincre, ils ne le savent peut-être pas encore, c'est un bon mouvement stratégique de Trump. L'idée est que la Jordanie et l'Égypte accueillent des Palestiniens de Gaza. Oui, j'aimerais voir la Jordanie, j'aimerais voir l'Égypte, eux, prendre certains... Regardez, la chose de Gaza n'a pas fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Et je ressens très différemment à propos de Gaza que beaucoup de gens. Je pense qu'ils devraient obtenir un bon, frais, beau morceau de terre. Et nous obtenons des gens pour mettre l'argent pour le construire et le rendre agréable et le rendre habitable et agréable et en faire un tout. Vous avez dit qu'ils ne veulent pas partir. Dites qu'ils ne veulent pas partir. Je ne sais pas comment ils pourraient vouloir rester. C'est un site de démolition. C'est un pur site de démolition. Si nous pouvions trouver le bon morceau de terre ou plusieurs morceaux de terre et leur construire de très beaux endroits avec beaucoup d'argent dans la région, c'est sûr, je pense que ce serait beaucoup mieux que de retourner à Gaza qui a connu des décennies et des décennies de morts. Trump teste les eaux en suggérant que les Gazaouis ne méritent pas de vivre dans ce trou à rats, laissant entendre qu'une fois qu'il aura été développé, les gens pourraient revenir. Dans une interview ultérieure avec Sean Hannity, voici ce que Netanyahou a dit. Et je ne pense pas non plus qu'il ait dit qu'il allait le financer. Il a dit que les États voisins, les États riches le feraient. Mais l'idée réelle de permettre d'abord aux Gazaouis qui veulent partir de partir. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils peuvent partir,
Les habitants peuvent revenir et se réinstaller à Gaza, mais il faut d'abord reconstruire la ville. Je veux partir car il n'y a plus de vie ici. La vie a disparu d'ici. Regardez autour. Nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions. Je demande à Trump de nous relocaliser comme il l'a proposé. Je partirai en premier. Au final, les gens accepteront la réalité. Ils émigreront parce qu'ils veulent vivre. Les antisémites et les haineux des Juifs disent que Netanyahou a convaincu Trump de mettre les soldats des États-Unis en danger afin qu'ils puissent mourir pour Israël. Cela n'est pas vrai non plus. Je ne crois pas qu'il ait mentionné l'envoi de troupes américaines pour détruire complètement le Hamas. C'est notre engagement et notre travail auquel nous sommes totalement dévoués. Comme je l'ai dit auparavant, déplacer une population, en soi, pour sauver leur vie d'un état de guerre perpétuelle, n'est pas aussi maléfique que de massacrer en masse des gens. C'est une fausse catégorisation. Les musulmans ne s'en rendent pas encore compte, mais ils seraient mieux ailleurs qu'à Gaza. Les musulmans sont coincés dans un état d'esprit et ont été programmés pour encourager les Palestiniens à continuer à sacrifier leurs enfants aussi longtemps que nécessaire. D'où vient cette motivation ? De la religion, l'islam, qui insiste sur le fait que les Juifs doivent vivre sous la règle musulmane. C'est un grand non-non pour n'importe quel peuple, et encore moins pour les Juifs, qui sont dépeints comme intrinsèquement mauvais dans la doctrine islamique. Prendre parti pour les musulmans sur cette question est non seulement moralement répréhensible, mais aussi criminel. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire appel à des musulmans plus sains d'esprit par des demandes, des apaisements, voire de la coercition ou de la force ou des incitations financières pour briser ce cycle de violence et passer à autre chose ? Il n'y a que la mort et la destruction pour les musulmans s'ils restent sur cette voie. Les musulmans, malheureusement, n'ont pas d'autre stratégie que d'infliger des attaques terroristes à Israël pour lesquelles il n'y aura que la mort et la destruction pour les habitants de Gaza s'ils restent à Gaza. C'est une pensée radicalement nouvelle, hors des sentiers battus, que je crois que seul Trump pourrait exécuter. Parfois, il faut être transactionnel sans se soucier des doctrines qui vous obligent à vous en tenir au statu quo, qui a évidemment été désastreux dans ce cas. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les États-Unis sont de loin la force militaire la plus puissante du monde. Aucun autre pays n'égale sa capacité à projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Ce plan nécessite une force militaire, économique et politique que seuls les États-Unis possèdent. Trump réussira-t-il à convaincre l'Arabie Saoudite de persuader la Jordanie et l'Égypte d'accueillir 2 millions de Gazaouis ? Le président et le roi de Jordanie ont déclaré qu'ils n'accueilleraient pas les déplacés de Gaza comme vous l'avez proposé. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour les y contraindre ? Je veux dire, des tarifs douaniers contre ces pays, par exemple ? Ils le feront. Ils le feront. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ils vont le faire. D'accord, nous faisons beaucoup pour eux et ils vont le faire. Pour l'instant, cela semble presque une tâche impossible, car immédiatement après l'annonce de Trump, l'Arabie Saoudite rejette toute tentative de déplacer les Palestiniens de leurs terres. Le lendemain, les Palestiniens de Cisjordanie ont rejeté le plan et sont passés à l'action. Depuis que Trump a pris ses fonctions, il affirme qu'il est confiant que l'Arabie Saoudite montera à bord. Les Saoudiens se préoccupent de peu des Gazaouis, davantage inquiets par les répercussions publiques. Et comme ils sont aussi un régime totalitaire, ils ne veulent pas risquer un soulèvement à cause d'un problème étranger. Je suppose que seul le temps dira si Trump réussit à les convaincre. Quoi qu'il en soit, beaucoup de gens se demandent encore si c'est du classique Trump 101, où il commence par une demande extravagante pour submerger ses adversaires, puis les amène à accepter des conditions plus raisonnables, les faisant croire qu'ils ont gagné quelque chose parce que la demande originale de Trump était d'envahir et de prendre par la force. C'est ce qu'il croit que Trump fait dans le cas de l'acquisition du Groenland et du canal de Panama. Je pense que les médias, la gauche et le monde se trompent encore une fois. Oui, il est également possible que Trump accepte quelque chose de moins extrême que de prendre le contrôle du Groenland ou du canal de Panama ou de Gaza. C'est tout à fait dans les cordes de Trump. Cependant, je ne pense pas que Trump menace jamais de quelque chose qu'il n'est pas prêt à réaliser quand il est poussé à bout. Disons que l'Arabie Saoudite et le monde musulman plus large refusent d'accepter l'une des demandes de Trump. Dans ce cas, je crois qu'il prendra Gaza par la force. Il a volontairement laissé place à la spéculation car il ne s'est pas engagé à mettre des bottes américaines sur le terrain ou à financer la reconstruction de Gaza avec de l'argent américain. Je ne crois pas non plus qu'il ait dit qu'il le financerait. Il a dit que les États voisins, les États riches le feraient. Il s'est laissé une stratégie de sortie et évalue probablement la réaction du monde.
Et pour être juste, à part le rejet conventionnel habituel des plans de Trump, le monde pourrait peu faire si Trump devait envahir Gaza. Israël a déjà passé une commande pour 4 bombes de 700, 1000 livres que Biden avait précédemment arrêtés, ainsi que des dizaines de bulldozers blindés. Qui sait ce qui se passe en coulisses ? Tout espoir que ce ne soit qu'une tactique de négociation de Trump est enraciné dans une incapacité fondamentale à comprendre Trump, obscurci par la haine envers lui. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant à vous de jouer. Pensez-vous que nous devrions continuer comme d'habitude ? C'est-à-dire laisser le Hamas diriger Gaza et risquer que la région explose tous les 5 ans environ avec des morts et des destructions massives. Ou devrions-nous envisager de prendre une décision difficile qui ne nécessite pas de bain de sang et espérer que les Palestiniens passeront de rêves de destruction d'Israël à se concentrer sur l'amélioration de leur vie ? Laissez-moi le formuler ainsi. Voulez-vous un nettoyage ethnique sans bain de sang ou pas de nettoyage ethnique avec des centaines de milliers de morts et une guerre sans fin ? Faites-le moi savoir en commentaire. Merci à mes supporters et mécènes, sans qui rien n'est possible. Envisagez de devenir membre ou mécène, sinon un like et un abonnement suffisent. À la prochaine, au revoir.